Amadeus. We may not always be visible, but we are everywhere. Powering millions of searches and purchases, scans and stays, experiences and trips every day. The global technology leader that makes travel work better. We do it by making unmatched investments in R&D, by building the world's best team of travel technologists, and constantly building our expertise so we can innovate and deliver at global scale. We do it by connecting the entire global travel and hospitality ecosystem. Because working together is how we'll make travel simpler, smarter, and smoother. Better travel also means caring for the world around us. So we're committed to finding ways to make travel a force for social and environmental good. That's how we're making travel better for everyone, everywhere. That's why we never stop innovating. That's what we work for every day. Amadeus, it's how travel works better. Rebonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On poursuit notre grand live. On va se poser la question de l'avenir des points de vente physiques. Évidemment, à mesure que s'impose le parcours digital pour les clients, la question peut se poser. Et puis certains, Cassandre, prédisent même le pire pour le commerce physique avec l'avènement de l'IA. On va en parler avec nos invités. À ma gauche, Guirec Lemorvan, directeur général de Voyages Leclerc. Bonjour Guirec. Bonjour François-Xavier. On est ravis de vous avoir à ma droite. Christophe Fuchs, directeur général de TUI France. Bonjour Christophe. Bonjour François-Xavier. Et puis en visio, on a Yvon Pelletanche, PDG d'Eden Tour. Bonjour Yvon. Bonjour. C'est parfait Yvon. Alors c'est vrai que je disais en introduction, il y a peut-être une sorte de morosité aujourd'hui autour du commerce physique. On a vu ces marques de vêtements fermer leurs boutiques, les Camaïeux, les Koukaï et j'en passe. On a vu ces banques aussi qui ont décidé de fermer des agences par centaines. Je crois qu'il y en a 6000 qui ont fermé depuis 2010. C'est pas anodin. Et pourtant, et ça c'est quand même très positif, on ne voit pas cette tendance parmi les agences de voyage, et même mieux. Tiens, regardez ce chiffre, les immatriculations d'agences de voyage qui vont apparaître sur votre écran. Vous voyez qu'en 2022, on était à 3991 immatriculations d'agences, et on est en 2025 à 4223. Donc on garde quand même une croissance, on garde un mouvement positif, et ça, évidemment, c'est quand même très, très encourageant. Yvon Pelletanche, vous avez aujourd'hui 26 points de vente physiques, une très grande majorité située en centre-ville, des grandes villes ou des villes moyennes. Je parlais de ces fermetures dans le monde du commerce de biens. Est-ce que, selon vous, qui êtes encore une fois très implanté dans les centres-villes, est-ce que vous sentez que les centres-villes sont moins attractifs aujourd'hui ? Alors en fait, sur la majorité des agences qu'il y a chez moi, une partie est en centre-ville, mais dans des grands centres urbains, et on a une partie, pas mal d'agences aussi chez nous qui sont dans les milieux plutôt ruraux. Et effectivement, la difficulté dans le milieu rural et le milieu urbain n'est pas tout à fait la même. On a beaucoup plus de mal dans les grandes villes, je pense à Nantes, je pense à Rennes. On a un petit peu plus de mal que dans des milieux ruraux avec dans des centres de 10, 15 000 habitants, où on a plus de facilité, plus d'exposition, je pense. Ouais. On sait que... Et moins de concurrence. Allez-y, Yvon. Et moins de concurrence. Et moins de concurrence, oui. On sait, Yvon, que l'exploitation d'une agence de voyage physique, c'est du salaire et des loyers. Aujourd'hui, les loyers suivent quelle tendance ? Est-ce que en province, puisque il faut vraiment différencier la province de Paris, est-ce que les loyers ne sont pas en forte hausse ? Comment ça se comporte ? En fait, la vraie problématique, c'est par rapport au centre urbain, par rapport aux grandes villes, elle vient là, justement. Beaucoup de propriétaires aujourd'hui demandent des loyers qui sont souvent démesurés.
Et quand on est sur des loyers qui sont certains qui sont à 2500, 3000 euros. Alors je parle même pas de Paris parce que je crois que c'est Laurent qui dit très bien d'ailleurs que Paris c'est un cas d'empoisonné parce qu'à Paris il faut juste être capable de payer les loyers. On n'a pas ce problème, on n'a quand même pas ce problème en province, mais on a un décalage évidemment entre les grands centres et les petites communes. Oui, oui. Mais ça n'est pas un blocage, en tout cas. Le loyer aujourd'hui, tel qu'il est pratiqué, n'est pas un blocage pour l'agence de voyage. Il n'est pas un blocage tant qu'il reste raisonnable. Oui. Je sais que paradoxalement, chez nous, on est sur les 26 points de vente, on en a 5 dans les centres commerciaux. Les centres commerciaux, chez nous, ne sont pas nécessairement les plus gros loyers. Alors, je ne devrais pas le dire, parce qu'il y a Guirec qui est avec vous, et il se trouve que j'ai 2 agents dans des Leclerc. J'aurais évité qu'il appelle les propriétaires de Leclerc après pour augmenter le loyer. Mais effectivement, on est dans des centres commerciaux souvent avec des loyers qui sont assez raisonnables parce qu'on a face à nous des dirigeants qui ont le sens du commerce, le sens du business et qui ont une certaine raison avec les loyers. Ce qui n'est pas le cas en centre-ville. En centre-ville, vous avez beaucoup de propriétaires qui ont l'impression d'avoir gagné au loto en achetant un immeuble ou en héritant d'un immeuble. Guirec, je disais que l'agence physique, semble-t-il, résiste bien quand on voit les chiffres des immatriculations et quand on voit aussi votre stratégie. Vous ouvrez encore de nombreuses agences cette année. Vous en êtes à combien d'ouvertures en 2026 ? Effectivement, Franck-Xavier, on a ouvert déjà 9 points de vente en 2026. On en projette entre 25 et 30 d'ici le 31 décembre. Donc on est en effet sur une augmentation de notre parc conséquente. Oui, 25 et 30 en 2026, après déjà des progressions les années précédentes. Entre 2021, 1er janvier 2022 et aujourd'hui, oui, on aura augmenté notre parc de l'ordre de 20%. Oui, 20%, c'est quand même énorme. La situation aujourd'hui, avec le conflit au Moyen-Orient qu'on connaît, ne modifie pas vos plans, en tout cas. Donc on a une stratégie aujourd'hui qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie globale du mouvement Leclerc, qui est de développer aujourd'hui les services sur le non-alimentaire, donc qui prend du temps, mais la situation ne change absolument pas la stratégie qui a été déterminée. Oui. En tout cas, c'est vrai que Yvon parlait de la difficulté de certains centres-villes. Là, vous profitez évidemment directement de la fréquentation des magasins Leclerc, qui semble-t-il ne baisse pas quand on regarde les chiffres de Leclerc. Le mouvement Leclerc est depuis maintenant plusieurs années celui qui détient la plus grosse part de marché. On s'inscrit forcément dans ce succès et on surfe en effet sur la fréquentation des centres qui ne baisse pas et qui est toujours relativement forte. Vous avez un objectif d'ouverture encore d'agences pour les prochaines années ? On espère, en tout cas, à horizon 2028, atteindre un potentiel qui serait aux alentours de 300 points de vente. 300 points de vente, donc c'est évidemment important. Alors Christophe, vous, à la base chez TUI, vous êtes tour opérateur, vous avez aussi un réseau d'agences physiques. Dans ce réseau, que les choses soient claires pour tous ceux qui nous écoutent, dans ce réseau d'agences physiques, vous vendez que les produits du groupe TUI ? Non, on vend d'autres théotières. Oui, voilà, ça c'est uniquement les produits. Voilà, ça c'est important évidemment à comprendre. Vous avez fermé de nombreuses agences après le Covid, comme de nombreux réseaux. Là, vous êtes manifestement dans un mouvement inverse. Qu'est-ce qui explique ce changement de pied ? Alors, il y a eu 2 étapes. Il y a eu donc l'après-Covid. C'est vrai qu'on a fermé nos agences en propre. On est passé avec un business model qui est un business model contracting, on va dire, mandataire. Dans ce cas-là, on a vraiment des agences mandataires. Donc là, on a fait évoluer effectivement le nombre d'agences, puisque on était, il y a encore 1 an et demi, 2 ans, 187 agences, et on est passé à 215. Donc on est aussi dans l'alignement des chiffres que vous avez pu montrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a je dirais ce développement qu'on continue d'appuyer. À chaque fois maintenant, il devient difficile de trouver effectivement des emplacements pour des agences. Yvon le disait aussi. C'est vrai qu'il y a un maillage assez technique maintenant à opérer sur la France pour pouvoir trouver un peu de liberté, un peu d'activité et de pouvoir se développer. Mais il y a une vraie appétence en tout cas, parce que on remarque aussi parmi nos mandataires que ce sont des gens qui parfois viennent du métier. Ça peut être des reprises d'agences, certaines agences qui peuvent venir aussi d'autres réseaux. On l'a vu cette année, mais aussi ce sont des gens qui viennent
d'autres cultures, si je puis dire, puisque et d'autres business. En fait, on a une personne là qui a ouvert une agence près de Strasbourg avec nous, qui lui avait était dans le métier de bouche. Avant d'ouvrir une agence de voyage. Rien à voir, mais passionné du voyage. Il avait envie de partager sa passion, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a toujours cette envie, en tout cas, de travailler dans le voyage. C'est un métier complexe, le voyage. C'est pas un handicap d'avoir justement des mandataires qui n'y connaissent rien au voyage. C'est quand même compliqué, notre secteur. Ça peut paraître effectivement compliqué. Alors bon, on a un modèle en place nous d'accompagnement. On a un système de parrainage. Donc c'est des gens qu'on teste avant. On teste bien évidemment leur envie d'ouvrir, leur capacité à accueillir de futurs clients. Donc on a ce système de parrainage qui est entre 6 et 8 mois en fait, avec un parrainage qui est fait avec des propriétaires d'agences déjà établis qui travaillent depuis longtemps avec nous au niveau des TUI Store. Et puis on a aussi eu un contrat là récemment avec une école pour pouvoir développer aussi et former déjà de jeunes futurs agents de voyage pour aussi mobiliser un peu tous les métiers autour de l'agence de voyage. 215 agences, il vous en reste quand même quelques-unes en propre sur les 215 ? Aujourd'hui, maintenant c'est de la franchise. Ce sont des agences mandataires. C'est un peu différent de la franchise. Oui. Des agences mandataires, ça veut dire qu'on partage le risque en fait. On partage le risque quasiment. Vous ne supportez plus le risque à 100%. Comme c'était le cas quand vous aviez des agences en propre. Exactement. Et puis l'agent, le propriétaire d'agence de voyage ne supporte pas non plus seul le risque. Donc c'est aussi pour ça qu'on pense qu'on a une forme d'appétence aujourd'hui, en tout cas, qui arrive. On a fait d'ailleurs le salon de la franchise justement, et on a vu là aussi. Non seulement des gens qui étaient déjà dans le voyage venir nous voir pour se renseigner sur l'ouverture d'une agence, mais comme je vous le disais tout à l'heure, des gens qui ne sont pas du tout dans le tourisme et qui ont cette forme d'appétence pour le voyage. En tout cas, c'est un autre modèle, très différent évidemment de Guirec et de Yvon. J'imagine que l'objectif, c'est de mieux contrôler vos ventes, quand même. Alors l'objectif, il est là, effectivement, quand on est un tour opérateur, on opère principalement en France sur un marché français qui est quand même dominé par les distributeurs. Il y a un moment, c'est soit vous commencez à devenir distributeur vous-même, d'accord, et là, vous êtes capable de vous poser, je dirais, sur le marché, et puis de commencer à pouvoir un peu bomber le torse et avoir les épaules un peu plus larges. Sinon, c'est quand même compliqué, quoi. Donc aujourd'hui, effectivement, la stratégie, elle est de continuer de développer cet aspect de distributeur, ne plus être un simple, entre guillemets, même s'il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, un simple tour opérateur, mais bien d'être un tour opérateur et un distributeur. Yvan Peltanche, on a remarqué que depuis le Covid, en tout cas, c'est les tours opérateurs qui font remarquer ça. Vous allez me confirmer ou l'infirmer, mais les tours opérateurs disent qu'il y a quand même moins de monde dans les agences aujourd'hui qu'avant le Covid. Et c'est de plus en plus compliqué d'inviter, par exemple, les agents de voyage à participer à un Eductour parce que, évidemment, quand on est seulement 1 ou 2 par agence, c'est difficile de laisser l'agence sans personnel. Est-ce que c'est une tendance, ça, depuis le Covid, à avoir moins de personnel par agence ou pas ? Alors, moi, je partage pas cette analyse parce que chez nous, c'est un petit peu l'inverse. On a des effectifs qui sont plus importants aujourd'hui qu'avant Covid. On a au contraire quasiment renforcé. On a renforcé beaucoup d'agences pour avoir plus de permanence, plus d'accueil, et donc on a des effectifs qui nous ont grandi en fait. Ça c'est intéressant. Guirec, qu'est-ce qu'il en est chez Leclerc Voyage ? On a bien plus de vendeurs aujourd'hui qu'en post-Covid. On a passé le cap des 1100 vendeurs en fait cette année. La clé de la réussite ensuite d'un point de vente, c'est la formation. Donc la formation, ça passe aussi par les Eductours. C'est un peu à l'inverse en tout cas des... Comment ? Les vendeurs Leclerc Voyage vont en Eductour. Bien sûr, oui. Donc, même chose chez TUI. Est-ce que vous avez aussi un certain nombre de vendeurs par point de vente ? Ça n'a pas baissé depuis le Covid ? Je dirais ça n'a pas bougé. C'est la même chose. Ça a même plutôt augmenté même. Et c'est vrai qu'en matière d'éductour, justement, on avait un éductour la semaine dernière au Maroc là sur Saïdia et on constate toujours la même envie en tout cas et puis surtout la même nécessité. Guirec, tu le disais, de former. Donc, à un moment, quoi de mieux pour la formation que de vivre le produit finalement. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
Yvon, je parlais de parcours digital aujourd'hui qui de plus en plus se popularise évidemment. Est-ce que ça modifie votre façon de travailler en agence? Est-ce que par exemple vous avez, des agents de voyage qui se rendent au domicile des clients pour faire une vente? Est-ce que vous avez des espaces un peu privatifs pour recevoir des clients et vendre mieux tel ou tel produit? Est-ce que dans la façon de vendre aujourd'hui en point de vente physique, c'est en train d'évoluer? En fait, tout dépend de la configuration des agences. Et c'est vrai que quand vous avez une agence qui fait 60 mètres carrés et une agence qui fait 120 mètres carrés, dans une agence de 100 mètres carrés, il est quand même plus facile d'aménager un espace pour avoir un espace effectivement plus cosy pour recevoir certaines personnes que dans une agence de 60, 70 ou 80 mètres carrés, où quand vous avez 2 voire 3 bureaux, c'est quand même un peu plus complexe. Donc en fait, tout dépend de l'aménagement de nos points de vente. Nous, ce qu'on essaye de changer aujourd'hui, je pense que l'enjeu pour moi sur l'avenir des agences physiques, l'enjeu, il va être sur l'accompagnement, sur la formation, c'est ce que disait Guirec tout à l'heure, et puis l'adaptation qu'il va falloir par rapport à l'IA. On parle beaucoup d'IA. Moi, sauf erreur de ma part, l'IA est capable effectivement de construire un itinéraire. L'IA est capable de répondre à beaucoup de questions. Est-ce que l'IA, par exemple, est capable de gérer la situation de crise qu'on a connue sur le conflit du Moyen-Orient? Je crois avoir la réponse. L'IA n'est pas capable de ça. En revanche, effectivement, l'IA, on va en avoir besoin pour accompagner nos vendeurs, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a besoin d'expérience et d'expertise, puisque le client, lui, est de plus en plus expert. Guirec, d'accord avec ça? J'imagine. Je partage ton avis, Yvon. En effet, je pense que le point de vente physique va devoir évoluer, notamment en termes de services. On a vu déjà depuis le Covid un certain nombre d'évolutions. Des expérimentations aussi qui au mon avis, vont s'accentuer. Je pense à la prise de rendez-vous, qui était quelque chose qui n'était pas du tout à l'ordre du jour en 2019. Un certain nombre de points de vente, on a une 50aine de points de vente aujourd'hui qui fonctionnent de façon régulière sur ce type de propositions aux clients. Donc c'est pas forcément des clients Leclerc qui viennent en agence, mais le vendeur Leclerc qui a appelé un client régulier. Non, c'est une proposition qui est faite aujourd'hui sur le site, où des créneaux sont tout à fait possibles aujourd'hui, et c'est ce que c'est apprécié aujourd'hui certains clients. Donc c'est pas le cas partout, mais en tout cas un certain nombre de points de vente ont pris ce parti pris. Des expérimentations également sur une agence à laquelle je pense, qui est dans l'ouest de la France, qui a aménagé un bureau spécifique pour plus de discrétion. Non pas sur le point de vente, mais dans le cadre du magasin. Bien sûr, donc il y a des choses qui se font, et on sent bien aujourd'hui que pour en tout cas, notre avenir, il va falloir qu'on ait des propositions de services qui soient un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude de faire auparavant. Ouais, ça c'est intéressant, Christophe. Est-ce que en effet la façon de vendre, la relation client va être amenée à changer à l'intérieur de ce point de vente physique? Alors, c'est la même chose en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que dans nos points de vente TU Store, on a justement ces petits aménagements de salon pour pouvoir travailler un peu plus, comme tu le disais, Guirec, la discrétion, mais aussi la personnalisation, parce que c'est vrai que de plus en plus, on a aussi des clients qui souhaitent aménager, personnaliser leur voyage, même en partant d'un package d'ailleurs. C'est ce qu'on peut proposer aussi. Après, je pense qu'il y a aussi cet aménagement, je dirais presque extérieur aussi à l'agence de voyage. Nous, dans la stratégie qu'on met en place, on a aujourd'hui cette volonté de développer un réel écosystème dans lequel justement on peut intégrer l'agence et lui donner, je dirais, une dimension un peu différente aussi, pas simplement dans l'accueil du client, mais aussi, tu l'as dit, dans le fait de pouvoir prendre des rendez-vous. Donc quelque chose d'un petit peu plus, encore une fois, personnalisé, quelque chose d'un petit peu plus marqué, si j'ose dire, entre guillemets, en s'appuyant sur la notoriété de nos marques notamment, et puis celle de nos partenaires. Donc c'est vrai qu'il y a, je dirais, c'est tout un contexte finalement qui évolue et autour de l'agence et au sein même de l'agence. En fait. Oui, ça peut être un moyen en effet de représenter la marque TUI. Il y a une, de toute façon là, c'est vrai que nous on est quand même dans une représentativité forte en fait de nos marques dans les agences TUI Store, et heureusement pour nous, parce que si on n'avait que des agences qui faisaient la promotion de nos partenaires peut-être, mais aussi de nos concurrents, parce que certains de nos partenaires sont aussi
des concurrents. Donc c'est vrai qu'il y a cette, et tu le disais tout à l'heure, François-Xavier, il y a aussi ce côté intéressant d'avoir aussi des ventes un peu plus contrôlées, on va dire. Ouais, donc je dirais cette volonté d'aller chercher un peu plus encore dans la marque. Nous, je sais qu'on a souhaité positionner en fait la marque TEI plus comme une marque de service, d'accord, dans laquelle on a intégré l'ensemble de nos marques. Et autour de cette marque de service, on a, je dirais, 4 piliers qui sont la confiance, donc avec le client, le professionnalisme de nos équipes, la qualité de nos produits, et on a rajouté maintenant depuis à peu près presque un an la personnalisation justement. Donc on a ce côté un peu plus cimenté dans la relation avec nos clients autour de ces 4 piliers. Ouais. Yvan Peltanche, vous parliez d'intelligence artificielle et comme quoi ça allait forcément un peu modifier votre approche et modifier les compétences des vendeurs. On avait des vendeurs ce matin autour de la table qui disaient il faut absolument qu'on nous forme à l'IA. Est-ce que c'est ce que vous faites, vous, chez Edentour, par exemple? On a déjà commencé, puisque ça fait déjà plus de 2 années qu'on s'intéresse effectivement à l'aide qui peut être apportée par l'IA. Et évidemment, c'est très utilisé chez nous. Est-ce que c'est suffisant? Non. Je pense qu'effectivement, ça demande plus de moyens de formation, plus de temps de formation, plus d'accompagnement. Ça fait partie de nos objectifs. Il faut juste qu'on le mette en place. Et c'est vrai que la période actuelle, depuis le début de l'année, nous a pas forcément laissé l'opportunité de le faire. Mais c'est une de nos priorités. Oui. Guirec, c'est vrai qu'on avait un chiffre, je publiais un chiffre ce matin, qui montrait qu'un agent de voyage sur 2 utilisait au quotidien l'IA. Moi, je trouvais ça très étonnant. Je pensais pas qu'on atteignait ce niveau-là, mais toujours avec une demande autour de la table qui était de dire attention, faut faire attention à l'IA. Il faut qu'on nous forme là-dessus parce que ça peut être, il peut y avoir des biais. Voilà, il faut faire attention dans la relation client. Vous avez engagé des plans de formation à l'IA? On a mis à disposition forcément un outil sur tous les postes de travail aujourd'hui des collaborateurs. Donc, ils ont la possibilité d'aller consulter comme ils le souhaitent sur un outil spécifique dédié au mouvement Leclerc. Par contre, sur la formation, on a encore énormément d'efforts à faire. Il y a un certain nombre de projets qui sont en cours, qui sont difficiles parfois à mettre en place et qui prennent toujours un peu plus de temps que ce que l'on souhaiterait. Pourquoi c'est difficile à mettre en place? On a considéré que les collaborateurs allaient se l'approprier, et puis finalement on voit qu'il faut les accompagner avec des spécialistes et des gens qui vont pouvoir nous aider à le faire de façon un peu plus soutenue. Mais il faut créer des agents pour que nos collaborateurs puissent trouver les choses au bon endroit. Je sais qu'il y a énormément d'outils qui sont aujourd'hui à disposition pour les collaborateurs. Il faut faut pas rajouter encore une surcouche à certains outils aujourd'hui à disposition. Donc il y a beaucoup de travail sur ce sujet. Christophe, c'est vrai qu'on avait 3 agents de voyage ce matin autour de la table qui disaient mais au quotidien, c'est fabuleux. Ça nous permet de gagner un temps fou. On gagne en productivité. Alors, visiblement, on avait 3 agents de voyage qui avaient vraiment pris ce sujet en main. Mais encore une fois, c'était un agent de voyage sur 2, selon les études. Donc, c'est quand même beaucoup. Vous avez aussi, vous, des plans de formation là-dessus? Alors, on a très vite pris conscience, c'est vrai, au sein de nos agences que ça allait devenir une nécessité, en fait. C'était plus, la question se posait même plus. Donc, on a développé 2 outils. Il y en a un qui s'appelle Tuilo et l'autre qui s'appelle Max. Et c'est vrai que ces outils sont plutôt des outils d'aide à la vente. Donc il y en a un qui est capable d'enregistrer en fait quasiment le souhait du client en mode instantané pour ensuite rapidement orienter l'agent de voyage vers une liste de propositions avec sur laquelle il peut travailler après ensuite en direct avec le client. Et puis l'autre rentre un peu plus dans le détail des souhaits du client si effectivement il souhaite un parc aquatique, 2 piscines, un spa, enfin bon. Et là il va vraiment chercher dans notre à l'aide du moteur de recherche ensuite les produits qui peuvent le mieux correspondre en tout cas à son désir de voyage. Donc ça c'est quelque chose qu'on a développé maintenant depuis presque un an. Donc on a effectivement nos agents de voyage qui travaillent énormément avec ça, ils nous le disent, et puis ils se sentent aujourd'hui mieux armés. C'est vrai que quand vous aviez face à vous un client qui arrivait, qui avait déjà effectué une recherche sur ChatGPT ou je ne sais quel autre support IA,
c'est vrai qu'il arrivait, il était en position de force derrière. Il fallait un peu batailler parfois, être aussi capable de rentrer dans le détail sur une destination de manière aussi concrète que peut le proposer l'IA. C'est parfois compliqué, même pour un agent de voyage aguerri, senior et avec énormément d'expérience. Donc là, l'idée, c'était quand même de mieux armer en fait face à cette compétitivité finalement en matière de commercialisation nos agents de voyage pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise et encore gardent aussi ce côté justement confortant dans l'apport de réponses et de conseils que doit avoir un agent de voyage face à son client. Yvon, on aura une prochaine émission là dans quelques minutes sur la revanche du voyage à forfait, où c'est vrai qu'on voit depuis le Covid notamment que le voyage à forfait se porte bien alors qu'on avait dit que le sur-mesure, le voyage à la carte allait finalement devenir le produit roi. Est-ce qu'aujourd'hui en agence de voyage vous êtes mis au sur-mesure, Yvon? Oui, il y a déjà un moment qu'on s'est mis sur le sur-mesure. Il y a plus d'une dizaine d'années où on travaillait avec un outil qui nous permettait de faire du sur-mesure. Moi, ma vraie interrogation aujourd'hui, alors le voyage à forfait continue évidemment de se vendre et je pense qu'il continuera de se vendre. En revanche, est-ce qu'il ne faut pas, sur certaines agences, se spécialiser? Est-ce qu'on est capable de tout faire? C'est-à-dire qu'est-ce qu'une agence peut être à la fois un spécialiste de la croisière, un spécialiste de la randonnée, un spécialiste du circuit? C'est mon interrogation et un spécialiste du sur-mesure. On s'aperçoit que j'ai vu en aparté le slide que tu as présenté sur le nombre d'immatriculations qui avait augmenté. Je pense qu'il sera assez intéressant d'avoir le détail de l'augmentation de ces immatriculations. Est-ce qu'il n'y a pas, notamment sur toutes ces immatriculations, beaucoup de gens qui se sont installés et qui travaillent tout seuls, d'agences monopostes, d'agences sur mesure. Il sera assez intéressant d'avoir, parce que je suis pas sûr que toutes ces immatriculations aient été dédiées vers des points de vente généralistes. Oui, ça c'est intéressant. Et en tous les cas, moi... Oui, vas-y, Yvon. Et en tous les cas, moi, mon interrogation, parce qu'en fait, toutes nos agences sont des agences généralistes, mon interrogation, effectivement, aujourd'hui, sur l'avenir de nos points de vente, elle est effectivement sur les spécificités et les spécialités qu'on pourrait apporter. Intéressant. Ce que je constate, en tous les cas, c'est que quand on regarde, par exemple, je parlais des croisiéristes, quand on regarde des croisiéristes, beaucoup de croisiéristes ont été tentés ou sont encore tentés pour ouvrir des points de vente physiques dédiés à la croisière. C'est le cas des MSC ou qui le fait à travers des corners, à travers des agences. Ça a été le cas du Club Med. C'est le cas de Croisière Europe. Il y a de plus en plus aujourd'hui de spécialisation. Et sur le sur-mesure, il y a beaucoup de gens et qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux, qui communiquent beaucoup à travers ça et qui se spécialisent sur le sur-mesure, qui créent un savoir-faire, qui créent un besoin, qui partagent des envies. Et alors par contre, je pense qu'il faut être dans sa propre agence pour être capable de véhiculer toute cette communication. C'est intéressant ce que vient de dire Yvon Guirec. Finalement, quel est l'avenir des agents généralistes? C'est vrai qu'on est face à des clients qui demandent de plus en plus de personnalisation, donc il faut évidemment se spécialiser. Est-ce que on va pouvoir rester encore longtemps agence de voyage généraliste? Ça fait des années qu'on entend dire aujourd'hui que le sur-mesure prend une part importante. Ouais. J'ai toujours pas vu de chiffre aujourd'hui très précis sur ce que ça représentait. Ouais. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que le forfait, c'est ce qu'on vend le plus. Le sur-mesure fait partie d'une gamme qu'on doit être capable de proposer. C'est notre cas aujourd'hui au sein de nos points de vente. Mais je veux surtout pas dire demain, moi je veux avoir aujourd'hui des points de vente qui soient spécialisés sur le sur-mesure. Ouais. On va avoir de la personnalisation, on va avoir du service, on va avoir des choses un peu différentes, mais on aura toutes les gammes possibles pour tous les clients possibles. Et aujourd'hui, quand un client va rentrer dans une agence Leclerc, on sera en capacité de pouvoir lui proposer toutes ces gammes. Ouais. Christophe, vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut garder cette vocation généraliste ou s'interroger, comme dit Yvon, en se disant il faut peut-être se spécialiser? Alors en fait, moi je rejoindrais un peu plus que ce que dit Guirec là versus ce que pouvait dire Yvon juste avant. Je pense que le côté différenciant est plus en fait un aspect qui touche le TO. Oui. D'accord, dans la construction même des produits, où là, le TO, pour subsister et lutter contre la concurrence, etc., il doit effectivement travailler sur la différence, se spécialiser et de se dire, OK, bon, voilà, mon core business, c'est les clubs, c'est le circuit, etc.
L'agence de voyage, pour moi, elle doit quand même avoir ce caractère assez généraliste. En tout cas, il y a un moment, surtout si on parle de développer des outils IA qui doivent aussi considérablement aider et supporter la vente, on doit être capable derrière aussi de pouvoir évoluer. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Yvon, le fait de vendre une croisière, c'est certainement plus compliqué que de vendre un package club, mais néanmoins, on doit, au niveau des agences de voyage, être capable de le faire, et on sait que, nous on le voit, puisqu'on vend aussi bien de la croisière que du package club, que du circuit, etc. On a aujourd'hui des agents de voyage qui sont parfaitement formés, parfaitement calibrés pour pouvoir proposer ce genre de produit. Ouais. Il nous reste 30 secondes. Yvon, j'aimerais qu'on fasse un dernier tour de table sur l'actualité, en fait. Parce que depuis ce matin, on nous dit qu'il y a peut-être un petit frémissement depuis juin. Qu'en est-il chez vous, chez Head & Tour? Est-ce que les ventes repartent un peu? Alors en fait, je pense que c'est assez compliqué d'élaborer les chiffres, parce qu'en fait nous on a fait un mois de mai qui était très très en retard et en recul. Sur la période de crise, je pense qu'on est à peu près sur une tendance nationale qui est à moins 25, en gros, moins 25 de mars à mai. En prise de commande. Là, actuellement, on est à moins 14 depuis le mois de janvier. Et sur les 10 premiers jours de juin, on était hier soir à plus 26. Donc, effectivement, on peut parler de frémissement. Mais entendons-nous bien, nous, on est sur un plus 26 qui font suite à un moins 37 sur le mois de mai. Oui, mais c'est quand même plutôt positif. Guiret, enfin, tous les cas, pour nous, c'est extrêmement encourageant. Oui, tout à fait. Guiret, qu'est-ce que vous ressentez, vous, les mêmes choses? Bon, je partage exactement les mêmes chiffres, en tout cas jusqu'à fin mai avec Yvon. Et en effet, depuis le 1er juin, on a constaté une évolution sur les prises de commandes, une évolution aussi sur le taux de VDM. Donc en effet, c'est des bonnes nouvelles. On prend et on espère que ça va continuer dans la durée. Mais on voit qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos clients ont envie de partir, qu'il y a des disponibilités, qu'un certain nombre de tour opérateurs mettent en place des actions promotionnelles pour favoriser aujourd'hui le départ des clients. Donc oui, il y a de l'embellie et c'est de bon augure en tout cas pour essayer de rattraper ce qu'on n'a pas fait sur ces quelques derniers mois. Rattraper, ça ce sera compliqué, je pense, de rattraper totalement, mais en tout cas, vous constatez, vous aussi, Christophe, une embellie, ce frémissement depuis début juin? Alors oui, là, nous, on a un gros frémissement, parce que je pense que dont on a bénéficié, non, mais c'est pas ça. Mais même quand tu faisais référence justement à des actions mises en place, effectivement, je pense que tu pouvais faire référence à TUI. On a démarré dans la réassurance avec le plan B. Aujourd'hui, on s'est un peu plus focusé sur le pouvoir d'achat. Et donc qu'est-ce que vous appelez le plan B? Le plan B, c'était la possibilité pour nos clients justement d'être dans la réassurance, de se dire bon, il y a un conflit, on sait pas trop où on peut partir. Donc là, le client avait l'opportunité en fait de pouvoir changer, pouvoir reporter, sans frais, sans rien, jusqu'à 15 jours avant le départ. D'accord. Donc on pouvait même changer de destination et on le repositionnait sur une autre destination. Et là, on a fait le pari là d'encadrer, en tout cas d'accompagner nos clients au niveau du pouvoir d'achat. Et donc on a lancé une offre là, et cette offre sur 7 de nos clubs, les enfants sont gratuits. C'est une offre qui va du 2 juin jusqu'au 31 juin et sur l'ensemble de la saison 2026. Et on a sur le reste de nos clubs 50% de remise sur les enfants. Donc on est vraiment là, en tout cas, à aller chercher en tout cas, d'accompagner en tout cas ce pouvoir d'achat qui était, je pense, le prix est aujourd'hui un des éléments qui est un élément déclencheur aujourd'hui pour le client. L'été va se faire sur le prix? Je pense malheureusement, je dirais, parce que bon, on est tous des business. Oui, parce que Laurent Abitbol, qui me précédait, lui disait non, faut pas baisser les prix. Alors après, j'entends ce que dit Laurent. Nous, on est aussi des businessmen. On aimerait ne pas avoir à baisser nos prix. Je pense que là, on l'a fait intelligemment. Nous, on n'a pas cassé nos prix sur la qualité versus nos produits, etc. Là, on a pris le parti de dire, on accompagne les familles, en tout cas sur l'été, juillet-août, parce que il y a du retard à la commercialisation, on en a tous parlé, et donc on accompagne les familles pour qu'elles puissent partir en vacances. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire avec TUI. Et honnêtement, bon, Laurent a raison, on n'est pas là pour tous casser nos prix, etc. Ça dépend aussi de son business model.
là où sont ces risques, parce que nous, on a quand même aussi des risques d'engagement. Des engagements, bien sûr. Donc, il faut aussi être capable de déstocker ce qu'on a pris en stock. Donc, là aussi, c'est du gagnant-gagnant. Et pour nous, en tant qu'entreprise du voyage, et pour nos clients demain qui pourront partir cet été en famille avec un vrai confort de prix, je dirais. En tout cas, 2 messages positifs. Un, vous avez tous des ambitions sur le physique. Et ça, c'est quand même évidemment assez symptomatique, malgré la crise économique, malgré ce qui se passe. Vous avez des ambitions sur le physique. Et 2, on sent que les ventes sont en train de repartir, donc on va croiser les doigts évidemment pour cet été. Merci en tout cas à tous les 3. On se retrouve dans quelques minutes. On va parler data. Restez avec nous. À tout de suite.